novembre 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Visa Info en version française. Dans les actualités de ce jour, les représentants du président de la République, Andry Rajoelina, ont rencontré hier la mission spéciale de l'Union africaine. Cette rencontre a permis d'exposer la situation réelle du pays et d'envisager ensemble des pistes de solutions face à la conjoncture politique actuelle à Madagascar. Reportage de Fandesena Mireille et Yves Janel. Les représentants du président Andry Rajoelina poursuivent leur démarche et ont rencontré hier la mission spéciale de l'Union africaine. La délégation qui représentait le président était composée de Rakutmandi Benjamin Alexis, Resampa André Hadz, Mercedes Ratsiraunen, Augustin Djemananour, Imbik Irlaz, Marie-Michel Saoundjar Malal et Dina Djimaoul. Le pays traverse actuellement une crise et il est nécessaire d'engager un dialogue et des concertations pour trouver des solutions durables. La Constitution, fondement de la souveraineté nationale, doit également être respectée. Dans la matinée d'hier, la mission de l'Union africaine a aussi rencontré des représentants parlementaires, notamment ceux issus du groupe IRMAR. Les résultats et solutions issus de ces échanges sont très attendus. Et le domicile de Nen Njetitouane Anjan Bevav a été perquisitionné hier. Des individus en civil ont procédé à la fouille du domicile de l'ancien ministre et ex-maire d'Antananarivo. Cette perquisition serait liée à l'affaire KNAPS et SMGD. Nen Njetitouane n'était pas présent lors de la perquisition. Seul son épouse et une employée de maison se trouvaient sur les lieux. Ces dernières ont été convoquées pour audition au siège du Bionco à Ivat. Plusieurs documents ainsi que 2 véhicules ont été saisis par les enquêteurs. Pour l'appel, le directeur général de la CNAPS avait récemment tenu une conférence de presse concernant le remboursement effectué par la SMGD depuis avril 2024 d'un montant de 5,8 milliards d'ariars. La SMGD avait également publié des explications à propos de cette affaire. Restons toujours au niveau de cette actualité, une perquisition menée dans le respect de la loi mais fondée sur de simples suspicions, un acte de vengeance ou bien une simple opération visant à prouver que les actuels tenants du pouvoir accomplissent bien leur mission, à moins qu'il ne s'agisse du fait de groupes de personnes et d'individus agissant pour de motifs personnels sous le coup d'impulsion et procédant à des dégradations et des spoliations si l'on en croit les plaintes des personnes qui en ont été victimes aujourd'hui. Éditorial de Jean-Claude Ingemalal. Les perquisitions de domiciles et d'entreprises se sont multipliées ces derniers temps, suscitant un vif débat dans le pays. D'après les témoignages, la majorité des personnes concernées ont dénoncé les méthodes utilisées lors de ces opérations. Toutes affirment ne pas s'opposer à l'inspection en soi, mais réclament qu'elle soit menée dans le strict respect de la loi. Certaines vont jusqu'à raconter que des individus se sont présentés pour effectuer des perquisitions sans disposer du moindre document officiel les y autorisant, tout en avançant qu'ils viennent récupérer leur part. Cela a notamment été le cas lors de la perquisition au domicile du sénateur Sylvain Rabetsaroun le 30 octobre dernier. Selon ses dires, tout l'argent contenu dans le coffre-fort, les objets de valeur et même une arme de collection ont disparu. Des entreprises ont également fait l'objet d'inspections. Certaines ont constaté que bien que les inspecteurs disposaient de documents légaux, ils ont emporté des biens et causé des dégâts matériels. Ces opérations ont laissé derrière elles plus de questions que de réponses, aucune explication claire sur les motivations, aucun rapport précis sur leurs résultats. Étaient-ce de véritables inspections, des représailles ou tout simplement des actes de pillage déguisés? S'il s'agissait d'inspections officielles, il convient de rappeler que les forces de l'ordre, police, gendarmerie et officiers de justice sont formés à ce type d'opération. Les scènes décrites ne devraient donc pas exister. La loi exige que tout agent effectuant une perquisition dispose d'un mandat, respecte le cadre légal et consigne minutieusement chaque étape de l'opération jusqu'au moindre détail dans un rapport écrit. Mais cela a-t-il réellement été fait? Ou bien chacun de ces agents a-t-il agi à sa guise? Si ces actions sont censées incarner le changement promis dans la transparence, elles doivent impérativement se conformer à la loi et non devenir des opérations arbitraires, menaçantes, voire des prétextes pour piller les biens autrui. Le changement, rappelons-le, était au cœur des revendications populaires et a servi de justification à la chute de l'ancien régime. La question demeure, ce changement vers un mieux est-il réellement en marche ou bien les exécutants des ordres actuels s'aventurent-ils dangereusement en dehors de la légalité ?
Y a-t-il encore un État dans notre pays? La question mérite d'être posée quand on assiste à ces demandes de destitution de maires ici et là, sans qu'aucune réaction, si minime soit-elle, ne vienne des plus hautes autorités de la nation. Reportage. Depuis un peu plus d'un mois, plusieurs groupes de personnes se sont succédés pour réclamer la destitution ou la démission de maires en fonction. Certains mouvements ont même recours à la violence, provoquant des affrontements entre habitants soutenant des camps opposés. Ce qui intrigue, c'est l'absence totale de réaction des hauts responsables, au point que les observateurs se demandent s'il existe encore un véritable État dans notre pays. Un proverbe de nos ancêtres dit « Tam misulbet miadzaz » ou littéralement « Là où il y a des sages, les enfants ne se battent pas ». Aujourd'hui pourtant, les Malagasy s'affrontent et en viennent même aux mains. D'un côté, on crie haut et fort qu'il s'agit d'une revendication de droit, mais de l'autre, on ignore complètement les droits des autres, notamment ceux des élus locaux à exercer le mandat pour lequel ils ont été élus. Ces droits sont pourtant protégés par la loi et devraient être garantis par un État républicain attaché à la démocratie, si tant qu'il existe encore un État démocratique à Madagascar. Et dans les actualités diverses, 17 individus appartenant au réseau d'escroquerie CUNET ont été arrêtés par la police nationale de Port-Berger depuis le 28 octobre dernier. 4 d'entre eux ont été déférés devant le PAC de Mahajang, la juridiction spécialisée dans la lutte contre la corruption. Tous les suspects sont actuellement détenus pour enquête par la police nationale. Les détails avec Felena Rakotorsoul. L'enquête se poursuit sur les 17 membres du réseau CUNET arrêtés par la police nationale de Port-Berger depuis le 28 octobre dernier. Ce réseau est connu pour ses activités d'escroquerie et d'extorsion d'argent par le biais de faux investissements. Selon les informations, les 13 premiers suspects ont été interpellés le 28 octobre 2025 dans le quartier d'Incourvac alors qu'ils étaient en pleine préparation de leurs activités frauduleuses. Leur mode opératoire est simple, chaque membre exige 3 600 000 ariars à toute personne qui souhaite intégrer l'organisation. On fait ensuite croire à ces nouvelles recrues qu'elles obtiendront des bénéfices importants en recrutant à leur tour d'autres membres. Une véritable chaîne pyramidale qui a piégé de nombreuses victimes, selon les enquêteurs. Malgré ces arrestations, la police a découvert que le réseau CUNET avait repris ses activités illégales dès le 3 novembre 2025. Une filature a alors été menée permettant d'arrêter 8 nouvelles personnes, dont 3 responsables et 5 membres, déjà cités dans l'affaire précédente. Parlant élection, d'après la CENI ou Commission électorale nationale indépendante, la liste électorale sera ouverte dans 3 semaines. Ainsi, la révision annuelle de la liste électorale orale débutera le 1er décembre 2025 sur tout le territoire de Madagascar. Les citoyens âgés de 18 ans et plus qui ne figurent pas encore sur la liste électorale pourront s'y inscrire. Par ailleurs, la CENI procédera également à la radiation des noms des personnes décédées ou ayant changé de lieu de résidence. Partant dans le nord du pays, à Antsran, les enseignants, personnels administratifs et formateurs déclarent qu'ils ne font plus confiance au gouvernement quant à la résolution de leurs revendications. Selon leur déclaration de ce jour, le protocole d'accord signé récemment demeure flou et sujet à interprétation. Par conséquent, ils annoncent ne pas reprendre les cours tant que le calendrier d'application du dit protocole ne sera pas clairement défini et communiqué. Reportage de Mervola. Le système éducatif est à l'arrêt dans la draine Diana. Les enseignants d'Antsran refusent de reprendre les cours tant que leurs revendications ne sont pas entièrement prises en compte, selon la déclaration de leur collectif ce jour. Ils disent attendre la publication d'un calendrier d'exécution par les autorités pour l'application du protocole d'accord récemment signé. Dans cette optique, les enseignants appellent les parents d'élèves à ne pas envoyer leurs enfants à l'école dans l'attente d'une solution claire et définitive du gouvernement. Selon toujours les enseignants, il ne devrait exister aucun secret concernant ce protocole d'accord. Ils exigent sa diffusion à l'échelle nationale et affirment qu'il n'est pas trop tard pour intégrer les budgets prévus pour l'éducation dans le projet de loi de finances 2026. Les enseignants en appellent directement à la ministre de l'Éducation nationale. Ils lui demandent de se rendre à Antsran afin d'échanger avec eux et de fournir des explications directement aux enseignants. Et les habitants de la commune d'Anosa-Tandjefana refusent la destitution de leur maire élu. Selon eux, ils défendront jusqu'au bout la légalité et le respect du choix du peuple. Reportage de Felena Rakotorsoul.
Les habitants d'Anusa Tandjifana s'opposent fermement à la destitution de leur maire. Ils affirment qu'il s'agit d'un élu issu d'un scrutin légal et qu'ils n'accepteront pas sa révocation par un petit groupe de personnes agissant de manière illégale. Il est à rappeler qu'une dizaine de personnes avaient tenté vendredi dernier de clouer les portes de la mairie et d'incendier le bâtiment communal. Cependant, les habitants s'y sont opposés, provoquant un affrontement entre ces derniers et le petit groupe d'assaillants qui ont finalement pris la fuite face à la résistance des villageois décidés à défendre la légalité. Dans le reste des actualités, partant à l'international, la Cour d'appel de Paris étudie ce matin la demande de remise en liberté de l'ex-président français Nicolas Sarkozy, incarcéré depuis le 21 octobre à la prison de la Santé à Paris. La décision était attendue aujourd'hui, il pourrait être libéré dans la foulée. France 24. 3 semaines après le début de son incarcération, Nicolas Sarkozy va-t-il terminer sa peine chez lui ? Sa demande de mise en liberté sera examinée par la Cour d'appel de Paris et elle pourrait être acceptée compte tenu du statut de l'ancien président de la République et des menaces qui pèsent sur lui au sein de la prison de la Santé. Il est déjà doté, si vous voulez, d'un certain nombre de privilèges liés à sa fonction passée. Il a besoin d'une protection, etc. Et donc, en fait, c'est tout ce petit monde qui se déplace toujours autour de lui, y compris derrière les barreaux. C'est pas son statut en tant que tel qui va probablement guider une remise en liberté, mais c'est la complexité finalement matérielle de mettre en prison un ancien président de la République. Son maintien en détention n'est possible que s'il existe un risque de récidive, de fuite ou de pression et de concertation pouvant nuire au déroulement de son procès en appel. Or, les magistrats jugent ces scénarios peu probables. Si sa mise en liberté est accordée par la justice, il existe plusieurs options. Soit on peut être remis en liberté avec ce qu'on appelle un bracelet électronique. C'est assez rare dans l'attente d'une procédure d'appel. Donc le plus courant, c'est ce qu'on appelle un contrôle judiciaire, c'est-à-dire que vous sortez, vous êtes remis en liberté, mais vous avez un certain nombre d'obligations qui sont fixées par la justice. Ça peut être d'aller pointer au commissariat le plus proche de chez vous, ça peut être de rendre des comptes régulièrement de là où vous habitez, de vos activités professionnelles. La décision devrait être rendue dans l'après-midi et l'ancien président pourrait sortir de prison dans la foulée. Et le président intérimaire syrien Ahmad al-Shara est arrivé aux États-Unis samedi dernier pour une visite officielle inédite, a rapporté l'agence de presse officielle de son pays au lendemain de son retrait de la liste nord-américaine du terrorisme. Les détails avec France 24. Pour de nombreux observateurs, sa visite officielle aux États-Unis marque une nouvelle étape dans sa stratégie de normalisation. Le président syrien par intérim, Ahmad al-Shara, est invité à la Maison-Blanche au lendemain de son retrait de la liste noire américaine du terrorisme. Il y a quelques jours, Donald Trump anticipait une rencontre bilatérale importante pour la paix dans le monde, selon sa formule. On va se rencontrer, je pense qu'il fait du très bon travail. C'est une région difficile et c'est un homme de poigne, mais je m'entends très bien avec lui et beaucoup de progrès ont été réalisés avec la Syrie. C'est un dossier complexe. À l'ordre du jour, la reconstruction de la Syrie et la levée des sanctions économiques et financières qui frappent son pays depuis plus de 40 ans. Selon l'émissaire américain pour la Syrie, Tom Barak, al-Shara devrait aussi donner son accord pour rejoindre la coalition internationale anti-djihadiste menée par les États-Unis. L'administration américaine, pour sa part, prévoit d'établir une base militaire près de la capitale Damas. Depuis son arrivée au pouvoir en Syrie il y a 1 an, al-Shara s'efforce de se présenter comme un facteur de stabilisation dans son propre pays. Nous ne permettrons pas qu'il y ait des armes dans le pays sans contrôle de l'État. Nous devons résoudre cette question des armes non contrôlées dès que possible, car elles sont à l'origine des troubles et de l'instabilité du pays. Au sein de la communauté internationale aussi, l'ancien djihadiste tente de normaliser sa position. Dans la forme d'abord, troquant son uniforme de combat pour un costume. Mais aussi sur le fond, lors des rencontres officielles multilatérales et bilatérales qu'il a multipliées ces 10 derniers mois avec les dirigeants arabes ou européens. Mais cela ne fait pas oublier que son groupe de combattants, le HTS, était autrefois affilié à Al-Qaïda. Ses forces ont renversé en décembre 2024 Bachar al-Assad, mettant fin à des décennies de pouvoir du clan Assad.
Et pour terminer cette page internationale, des dizaines de milliers de personnes restaient privées de courant hier dimanche en Ukraine au lendemain de frappes russes massives sur le réseau électrique et gazier du pays, tandis qu'une riposte ukrainienne a provoqué des interruptions dans plusieurs régions russes. France 24. Malgré l'obscurité et le bruit assourdissant des générateurs, ces habitants de Kiev s'offrent un moment en terrasse. Elles se sont adaptées aux coupures régulières de courant. À l'intérieur du restaurant, il fait tout aussi sombre. Anna, la propriétaire des lieux, a investi dans un générateur pour, espère-t-elle, ramener les clients. Bien sûr, c'est toujours un défi financier. Nous devons constamment acheter du carburant et le recharger. Honnêtement, acheter un générateur n'était pas prévu. Nous avons attendu jusqu'au dernier moment, mais nous avons dû le faire. L'électricité est coupée entre 8h et 16h par jour à Kiev et dans la plupart des régions ukrainiennes en raison de délestage. Les autorités ukrainiennes n'ont pas vraiment d'autre choix. Les Russes s'attaquent depuis plusieurs semaines aux centrales électriques et aux installations gazières du pays, ce qui a plongé l'Ukraine dans le noir et ralenti l'activité des commerçants. En ce moment, par exemple, nous ne pouvons pas traiter complètement les commandes. Nous utilisons ces petits morceaux de papier pour noter toutes les commandes parce que nous ne pouvons pas les compléter et les facturer. Quant à nos aliments, ils supportent difficilement la chaleur. Sur le terrain, les techniciens travaillent d'arrache-pied pour rétablir le courant, mais les dommages causés aux installations énergétiques pourraient priver l'Ukraine d'au moins un quart de sa production électrique. Alors que le conflit s'enlise, la population se prépare à un 4e hiver très difficile. Le pays pourrait connaître des coupures de chauffage dans les prochains mois.